Ici Peggy Rocchigny, bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Pour ce deuxième épisode sur le patrimoine religieux, Édith Préjean nous parle d'un enjeu supplémentaire découlant de la fermeture et de la mise en vente d'une église, le sort des objets religieux qui y sont conservés. Elle nous explique pourquoi il est important de regarder ces objets au-delà des valeurs esthétiques traditionnelles. Pourquoi il faut accorder une importance à leurs origines et à leurs liens avec la paroisse. De son côté, Sébastien Daviau, responsable des collections au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, nous accompagne pour une visite du noyau paroissial Saint-Michel. Je vous souhaite un bon visionnement. Je veux aborder un peu la notion de patrimoine religieux plutôt que, la conversion des églises et tout ça. C'est un patrimoine complexe. Il ne s'agit pas juste d'un bâtiment. Et c'est un patrimoine qui comprend un emplacement, un lieu, des personnes, de la mémoire, de l'histoire, des objets, un immeuble. Le patrimoine religieux, c'est un lien entre la matérialité et l'immatérialité. Vous savez que dans les années 60-70, quand on a décidé de classer les objets et les églises, justement, patrimoniales, on prenait des critères qui étaient ce qu'on appelle les critères qui découlent de l'histoire de l'art. Alors, c'était des valeurs esthétiques, des mouvements artistiques, les valeurs intrinsèques de l'objet, alors évidemment l'encensoir en argent et le calice en or pur, et etc. On n'en est plus là. Maintenant, la notion de patrimoine, c'est, je dirais, socialisé. Ce qui fait en sorte qu'on est en mesure de connaître et d'attribuer, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des valeurs patrimoniales qui sont plus vastes et qui sont plus significatives pour qui? Pour la population. Parce que le patrimoine, on ne le construit pas pour que ce soit dans une tour d'ivoire, en quelque part dans une université. Le patrimoine, et surtout avec la nouvelle loi sur le patrimoine culturel, c'est pour les gens, puis c'est pour qu'on vive avec, puis qu'on s'en serve comme outil. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que notre processus de patrimonialisation dépasse ces petits critères établis par des experts qu'on a subis jusque dans les années 80. Je vous montre une belle photo de Saint-Clair parce que ça montre bien comment se construisaient les paroisses et par la suite les villages. Très bref rappel historique. Au Québec, la majorité des paroisses sont plus vieilles que les municipalités dans lesquelles elles se trouvent. Ce qu'on appelle l'acte des municipalités du Québec, c'est 1855. Il y a peut-être la moitié des paroisses du Québec qui existaient avant ça. Et ces paroisses-là avaient été établies dans les anciens terroirs des seigneuries. Dans le fond, on est dans le vieux village de Vaudreuil. C'est un plan d'urbanisme les plus anciens de la région. On va donc aller vers l'église Saint-Michel, une église qui est classée, qui a été construite entre 1783 et 1787. L'élément qui est intéressant, c'est de penser que ça a été fait par le seigneur désigné qui était Michel Chartier de Lobinière, qui était ingénieur royal, donc il a déjà pensé son village d'une certaine façon. Et bien sûr, au bout de la rue principale, vous avez l'église Saint-Michel. Et pas tellement loin, vous aviez également le quai, un des quais de débarcadère qui va devenir beaucoup plus important au 19e siècle, là, qui va devenir le quai public, où les bateaux vont accoster. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'était les pierres taillées que vous retrouvez sur les maisons des notables, parce que la façade de l'église actuelle, l'église Saint-Michel, c'est pas la façade d'origine. La façade était beaucoup plus en pierre, comme on voit sur le côté.
Quand Michel Chartier-Lobinière a fait son plan, qui a fait dessiner son plan, il avait déjà pensé à 2 espaces publics qui sont ici de chaque côté de la rue. Donc, dans le plan, on voit très, très bien, c'est marqué. C'est pour ça que c'était conservé comme ça. Bien sûr que les bâtiments qui sont attenants, mais ils ont toujours eu cet espace-là. Au 19e, au début du 20e siècle, les gens vont en faire aussi... ils vont venir pour la messe, ils vont venir stationner leur carriole avec les chevaux qui vont s'installer ici. Alors, on comprend bien que la paroisse au Québec, c'est peut-être c'est le lien territorial le plus près des citoyens. C'est sûr que avec 1960, tout ça se défait, les gouvernements qui vont s'impliquer dans les milieux sociaux, qui vont prendre la relève des écoles, tout ça, ce lien avec la paroisse-là va disparaître et on va donc établir des liens avec nos municipalités. Bon, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est fondamental quand on parle du patrimoine religieux et c'est particulier et pratiquement unique au Québec parce que le Québec, vous avez tout appris à la petite école, là, bon, l'Église catholique et le développement du Québec, ben, c'est tricoté serré, et jusqu'en 1960. Un des meilleurs exemples, c'est l'église Immaculée Conception de Bellerive, qui a été construite en 1936 et qui est vraiment la construction d'une paroisse à la demande d'ouvriers catholiques sur un territoire appartenant à une compagnie écossaise ou anglaise. Alors, vous comprenez qu'on est vraiment au niveau de l'attachement et des caractéristiques identitaires. Et encore aujourd'hui, Notre-Dame de Bellerive est active, puis on a toutes gardé nos bannières de procession, puis nos étendards, puis on est vraiment au niveau de cette identité paroissiale-là. Vous comprenez que ça découle de toute la vie socio-religieuse, surtout du 19e siècle puis du début du 20e siècle. Tout ce qui était activité sportive, activité récréative, activité communautaire, ben, c'était encadré par l'Église. En ce sens-là, de plus en plus, on va travailler l'Église dans son ensemble et on va considérer tous les objets. Vous avez l'intérieur de l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, qui est aussi une très, très belle église. Donc, on va considérer tous ces éléments-là comme un ensemble et on va faire intervenir dans la connaissance de ce patrimoine-là, ben, les gens, les paroissiens. On va plus seulement travailler avec des experts, des historiens de l'art ou des... qui vont s'attarder à... D'ailleurs, actuellement, dans les départements d'histoire de l'art, il y a un petit peu de chicane, là, parce que, justement, des personnes comme moi, on veut dépasser ces critères esthétiques-là qui sont... il faut passer à autre chose. Je vous montre Sainte-Madeleine de Rigaud. Pourquoi? Parce que tout l'ensemble mobilier est en plâtre, fabriqué par T. Carly, au début du 20e siècle. Il y a 25 ans, cet ensemble-là était considéré comme, excusez de l'expression, de la scrap. Aujourd'hui, après les recherches qui ont été faites, puis les mises en valeur de l'ensemble, c'est probablement l'Église qui est le plus représentative de cette évolution du goût-là, qui est l'apparition du plâtre, et qui est intacte, jamais été modifiée. Alors là, on parle là, de tous les éléments, la balustrade, le maître-autel, les autels latéraux, les sculptures, tout est en plâtre. Les lampes, tout est en plâtre. Alors, c'est un changement de valeur, mais ça, les gens, c'est les paroissiens qui ont payé pour ça. C'est eux qui ont voulu ça comme ça. C'est une église sur laquelle on va travailler parce qu'elle est vraiment représentative. Elle comporte des valeurs patrimoniales qui correspondent à l'évolution du goût et aux valeurs des personnes qui ont payé pour. Ça a coûté 3 800 quelques dollars, ça, tout ça, là, en 1927. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle maintenant, avec l'approche sociologique, la valeur de significativité. Et cette valeur de significativité se fait en concertation avec les gens. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce que les objets à l'intérieur de l'Église représentent pour les paroissiens?
Et c'est ça, c'est des choix qui se discutent, c'est des choix qui doivent discuter avec la fabrique, parce que c'est toujours la fabrique qui est propriétaire. L'Église catholique, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, donc il y avait des canons à respecter. Il y avait le collège canadien à Rome qui disait aux peintres, vous pouvez utiliser pour représenter le Christ tel type d'image, et si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas l'autorisation. Et ce qui explique, par exemple, juste une petite anecdote comme ça, on a une toile dans la réserve du musée qui vient de la deuxième église de Sainte-Mélène de Rigaud. Et c'est une œuvre qu'on ne sait pas qui l'a fait, mais elle date du début du 18e siècle. Et c'est la seigneuresse, la deuxième femme de Michel Chartier-Eustache Gaspard Alain, qui s'est fait prendre en portrait. Et Sainte-Madeleine, vous savez, bon, c'est la pécheresse de la Bible. Elle est à genoux devant un crâne, devant le crucifix, et elle prie pour la rédemption de son âme. Et le peintre de l'époque a fait l'épaule dénudée, mais vraiment dénudée. La robe passe ici. L'évêque de Montréal a passé à Sainte-Mélène de Rigaud. Il a décrié l'œuvre et il a fait décrocher l'œuvre parce qu'il la trouvait impudique. Donc, ça pouvait aller jusque-là. Alors là, vous avez compris là, que je suis partie d'un emplacement, je suis partie des caractéristiques identitaires et j'arrive à une valeur de sens. Et le meilleur exemple de ça, c'est les fameuses statues de plâtre, où jusqu'à tout récemment, ces statues de plâtre-là, ce n'était pas considéré, personne ne s'intéressait à ça, c'était fait en série, tatati tatata. Mais ces statues de plâtre-là, elles ont connu leur heure de gloire sur 100 ans. Elle coûtait une fortune. Elle était acquise par des familles souches et on retrouve toutes ces informations sur la plupart des statues qui sont demeurées intactes. C'est une mine d'informations extraordinaire. Et même si elles étaient faites en série, bien, elles étaient placées là pour une raison et elles avaient un rôle également important. Je veux juste vous donner la définition de la valeur de significativité qui a été émise par une sociologue de l'art, Nathalie Heinisch. Puis si je vous parle de ça, c'est parce que c'est avec ça qu'on va travailler pour notre évaluation patrimoniale. Donc, cette valeur de sens ou de significativité est invoquée chaque fois qu'il est question de s'intéresser à un élément pour sa valeur documentaire, sa capacité à autoriser un discours sur ce qu'il révèle indirectement, qu'il s'agit de propriétés d'une catégorie stylistique ou encore et surtout des usages, des fonctions ou des mœurs. Alors, on va beaucoup plus loin que les simples valeurs esthétiques. Je reviens à la valeur d'ensemble et à l'attachement direct des objets religieux à leur lieu d'origine. Pour vraiment conserver une mémoire de notre patrimoine religieux, il faut garder quelques églises intactes. La simple raison aussi, c'est que les objets religieux, que ce soit des objets précieux ou pas, transmettent leur sens, leur signification, leur symbolique que dans leur lieu d'origine. Les objets religieux nous parlent vraiment que s'ils sont conservés in situ. 45 statues de plâtre dans une salle de musée, ça nous dit rien. Ça nous dit qu'il y a eu du plâtre à une certaine époque. Mais même si j'expose une statue de plâtre, mon éducation de la Vierge, même si je l'expose ici, puis que je dis, elle était à l'église Saint-Michel, elle a été faite à l'atelier de Técarly avant 1923, puis c'est la famille Untel qui l'a donnée pour vœux exaucés. Ça n'intéresse pas personne. Ce que je veux dire, c'est que créer un musée du patrimoine religieux au Québec, là, ça vaut pas la peine. Parce que tout ce qui est usage, fonction, symbolique va se perdre. Muséaliser des objets, c'est leur enlever leur usage. Hein? C'est mettre quelque chose en vitrine, sous vide. On revient à notre notion de folklore. C'est la même chose. Là. C'est mieux que rien, vous allez me dire. Mais si on veut vraiment témoigner de notre patrimoine religieux,
on va tenter le plus possible de conserver les objets in situ. Restez avec nous. Après la pause, Édith Préjean et Sébastien Davio nous présentent des objets aux valeurs patrimoniales intimement liées aux communautés paroissiales. Sainte-Placide. Ça, c'est une très, très belle découverte qu'on a fait à l'église des Cèdres. On n'a pas accès à Sainte-Placide, sauf exception, parce qu'elle est à l'intérieur du tombeau latéral du côté de l'épître, donc du côté droit. Ce que j'ai dit tantôt, je vais vous le démontrer dans deux exemples, Sainte-Placide et un autre exemple, pour que vous compreniez que même si c'est un objet qui n'est pas c'est pas considéré comme une œuvre d'art. Ça va l'être, je travaille fort, mais pour le moment, c'est pas considéré comme une œuvre d'art. C'est un gisant en cire. Donc, c'est une sculpture grandeur nature en cire. Elle n'a jamais changé de place, elle a toujours été là. Elle a un bon petit 100 ans et quelques. Et elle est protégée du soleil, bien sûr, et on la garde dans le tombeau fermé. Elle vient tout droit d'Italie. Bon, une photo, ça rend pas. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique de réalité. Les tissus et elle a également ses certificats d'authenticité de Rome. Alors, quand cette statue-là est arrivée, elle a fait l'objet de célébrations qui ont duré une journée dans le cadre de la consécration de l'Église. Et c'est Monseigneur Édouard Fabre lui-même qui est venu accompagné du futur évêque Bruchesi. Alors, vous comprenez que cette pièce-là, à l'époque, c'était extraordinaire. On ne sait pas qui a offert, mais on présume que ce serait Monseigneur Bruchesi, qui l'aurait fait faire en Italie et l'aurait offert à la nouvelle paroisse à son retour, parce qu'il connaissait très bien, il venait passer ses vacances aux Cèdres. Alors là, je vous raconte ça, on est dans l'anecdote, on est dans l'histoire et tout ça. Et là, quand on fait un peu le tour de l'historiographie des Cèdres et de l'Église, on se rend compte là, que les gens qui ont habité les Cèdres, les cérémonies à Sainte-Placide, ben là, ça surgit un petit peu dans des livres de mémoire, puis dans des textes, des monographies paroissiales, tout ça. Alors, je vais vous lire un peu le récit, OK, qu'il y a dans les archives de l'Église des Cèdres. Alors, on lit à un moment donné, dans l'après-midi du même jour, eut lieu la translation du corps saint de Sainte-Placide, Vierge et martyre, qui fut déposé dans le tombeau de l'autel dédié à Notre-Dame des Victoires. Alors là, on est en 1927 qu'on raconte ça. Ensuite, on lit dans... il y a eu un scandale des reliques. Alors, elle est retournée pour être authentifiée, puis elle est revenue. Alors là, on nous écrit en conformité avec une ordonnance, toutes les paroisses du diocèse, à l'époque c'était Montréal, en 1885, le curé des Cèdres envoya à l'évêché les pièces authentiques des reliques exposées à la vénération des fidèles, parce que l'on venait de découvrir que des fraudes s'étaient introduites même sur un objet qui paraît si peu propre à la spéculation. Ces documents furent soumis à la plus sévère critique. Par suite de cet examen sérieux, les documents qui se rapportaient aux reliques de Sainte-Placide ne furent pas jugés suffisants et en conséquence, ces reliques furent supprimées après avoir été conservées pendant 4 ans dans le tombeau de Notre-Dame des Victoires. C'est le tombeau qui est à droite. Dans le cas présent, il est moralement certain que ces reliques étaient véritables. Malheureusement, ils avaient été expédiés de Rome sans être munis du sceau de l'autorité et ce seul défaut a suffi pour les faire écarter. Elles sont revenues en octobre 1924 et on a eu une nouvelle cérémonie. Bon, ça peut paraître
Vous allez me dire, oh, ça allait chercher loin, tout ça. Ben non, c'est ça de la valeur patrimoniale. C'est ça de la valeur de significativité. Et quand on parle aux gens des cèdres, souvent on va dire, ben oui, moi, quand j'étais petite, à telle occasion, une fois par année, on ouvrait le tombeau et tout ça. Et aujourd'hui, le tombeau, je pense qu'il l'ouvre une fois par année lors de la visite de l'église où on fait profiter les gens de la présence. Mais vous comprendrez qu'il n'y a plus de cérémonie faite en l'honneur de Sainte-Placide, puis il n'y a plus rien. Mais c'est un des objets où, si je me tiens aux valeurs patrimoniales usuelles, jamais cet objet-là sera considéré. Si je déplace ça dans un musée, une grosse statue de tigre, ça veut rien dire. Je vous montre un autre exemple ici, qui est la courtine d'autel. Le pélican qui nourrit ses enfants, c'est un symbole chrétien qui vient du Moyen Âge. Le pélican, pour nourrir ses enfants, pige dans une poche ventrale où il a mangé puis décortiqué des affaires. Je fais un cours de bio. Mais le symbole religieux, c'est qu'il s'ouvre le cœur pour nourrir de son sang. Alors, vous voyez comment une réalité biologique devient un symbole liturgique. C'est une courtine d'autel qu'on a trouvée à l'église Saint-Michel. Il y en a 4. Vous les voyez dans une photographie ancienne d'un reposoir. Une fois par année, le curé choisissait une famille à chaque année parce que faire le reposoir, c'est l'endroit où on mettait à la fin de la procession le très saint sacrement qui partait de l'église et qui s'en allait avec toutes les rues, et on allait déposer le très saint sacrement à la vue de tous les fidèles, et le curé, à la suite de la procession, faisait une petite cérémonie religieuse. Être choisi pour être l'hôte du reposoir de la procession, c'était un très, très, très grand honneur. Alors, ça, la procession de la fête Dieu, c'est du patrimoine immatériel religieux, on ne peut pas avoir plus, là. Et on voit, c'est chez M. Boyer, et donc on voit 4 courtines, donc complètement à l'extrémité, vous voyez en haut des petites communiantes là, qui ont des ailes dans le dos, là. On a le pélican. Et on a retrouvé les 4 courtines d'autel. Ces courtines-là ont été faites probablement en manufacture, achetées quelque part autour des années 1940. On ne parle pas de quelque chose là, d'extraordinaire, mais pour la paroisse de Vaudreuil, c'est significatif. Tout le monde, pas les gens de notre génération, mais là, quand on retrouve des photos d'archives avec les mêmes courtines d'autel qui sont conservées, on est vraiment dans de la patrimonialisation d'objets. Là, je ne vous parle pas de l'Église comme telle, je vous parle des objets qui sont dedans, mais qui font vraiment partie de la vie paroissiale et communautaire de l'Église. Ça, c'est une particularité. C'est des objets de culte, mais là, qui ont été muséalisés et qui ont comme perdu leur valeur sacrée. La courtine d'autel, qui était donc des bannières qui étaient suspendues en arrière des autels. Celle-ci, lors de la fête Dieu, elle était, il y en avait 4, était suspendue sur une maison. Vous avez un symbole très, très intéressant qui date du Moyen Âge, c'est-à-dire le pélican qui nourrit ses enfants. 3 œuvres en haut d'orfèvrerie extraordinaires. Celui-ci, le plus ancien, il date d'avant l'Église. Quand le premier curé, le premier des servants, Pierre Deneau, avait de ce côté-ci la chapelle presbytère, il se fait faire un calice et un ciboire. Donc vous avez le calice ici par Robert Cruikshank, il est en argent pur, date de 1774, il était restauré par le Centre de conservation du Québec. Donc vraiment un élément vraiment encore plus ancien que l'Église. Une pièce magnifique, très simple. Si vous remarquez, vous n'avez aucun élément. C'est vraiment l'argent poli avec le marteau. À côté, vous avez Charles Duval, 1801, encore un orfèvre montréalais.
Remarquez la fausse coupe en or et le reste est en argent pur. Vraiment une pièce extraordinaire parce que Charles Duval, il y a peu de poinçons de lui qui sont connus. Il y a peu d'objets qu'il a fait qui sont arrivés avec les poinçons. Celle-ci a le poinçon, donc un CD, Charles Duval, donc une pièce extraordinaire. Dans la région, les seuls qui en possèdent encore, dans Vaudreuil-Soulanges, vous avez Saint-Michel et Sainte-Jeanne-de-Chantal. Sainte-Jeanne-de-Chantal sont rendus au musée en dépôt. La sacristie a été visitée par des voleurs. Donc, pour éviter qu'ils disparaissent à tout jamais, on les a mis dans la réserve principale du musée. Vous avez également ici un fragment de la Sainte Croix, la Croix véritable. Le phénomène des reliques du 19e siècle au Québec est très, très intéressant. Plein de reliques. On a ici un os de Jésus, vous avez un os de Saint-Jean, vous avez Saint-Jacques le mineur, un apôtre, Saint-Barthélemy, Saint-Simon, etc., Saint-Pierre. Donc, semble-t-il, c'est des reliques, c'est des bouts d'os humains, très souvent, qu'on attribue à un saint, ou des fois, c'est des pièces de tissu qui auraient touché une pièce portée par un saint. Et comme la vraie croix, donc ce serait un morceau de bois de la fameuse croix trouvée par Sainte Thérèse, l'épouse de Constantin, empereur. Quand le prêtre va se laver les mains, il prenait un bassin de ce type-là pour se laver les mains. Ceci a toujours été l'église Saint-Michel. C'est une pièce anglaise qui date de 1798. Vous avez l'encensoir qui est de l'encens et qu'on utilise dans les célébrations religieuses, qui est encore utilisé bien souvent. Parce que c'est le sacristain, pendant que la célébration se fait, doit le faire. Il vous prenez le soufflet pour attiser la flamme, tout simplement. Lors du prochain épisode, nous poursuivons notre découverte du patrimoine religieux avec Édith Préjean et Sébastien Daviau. Ces derniers nous amèneront vers d'autres dimensions de ce patrimoine qui permettent de mieux comprendre la présence et le rôle des objets religieux conservés dans les églises et pourquoi il est important aujourd'hui de les préserver. À la prochaine.